mademoiselles, messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Malgré l'annonce faite par le Premier ministre, la rareté de carburant persiste. Les rares stations-service qui distribuent de l'essence le font dans la plus grande confusion. La tension diplomatique monte d'un cran entre Haïti et la République dominicaine. Nos voisins dominicains adoptent une mesure de rétorsion suite à un tweet du ministre haïtien des Affaires étrangères relatif à la montée de la criminalité en terre voisine. Les gangs extorquent et volent de plus en plus d'écoles en Haïti selon l'UNICEF. Les enfants dans les salles de classe des zones urbaines deviennent de plus en plus la cible de vols ou de demandes de rançon. La rareté de carburant persiste malgré l'annonce faite par le Premier ministre. Des citoyens de la capitale ont dressé des barricades devant des stations-service pour exiger la distribution de l'essence. Ils fustigent le comportement des propriétaires en affirmant que le carburant est disponible et que ce sont eux qui refusent de le livrer. Entre l'indiscipline des consommateurs et la colère des pompistes, quelques pompes à essence ont tenté de distribuer les produits pétroliers ce mercredi. Et comme d'habitude, c'est le désordre total. Les agents de la PNH sont impuissants face à des citoyens qui sont prêts à tout pour faire le plein. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis. Moi-même, j'ai passé 3 jours, 4 jours depuis là. Pas jamais je jusqu'à nos jours. À TDO, je paye 350, 400 $. Oh, par contre, qui ça me doit faire qu'on y a? Nous obligés de venir camper là tout le temps, nous venons quand même. Qu'est-ce que ça l'État a dit? Ce sont les cris des consommateurs de produits pétroliers massés dans les stations-service dans l'espoir d'obtenir même la petite once d'essence. Il y en a qui y passent leur nuit, d'autres choisissent de garer leur véhicule devant la pompe et même ceux qui paient les riverains pour les avertir quand la distribution commence. Les automobilistes et les motocyclistes sont obligés de se munir du fameux galon jaune au cas où, sur leur passage, ils trouveraient du carburant. Dans plusieurs endroits de la capitale, des citoyens ont perdu toute contenance. Ils ont dressé des barricades sur la chaussée, bloquant la circulation en vue de faire passer leur ras-le-bol. C'est le cas notamment à Puy-Blain ce mercredi. De grosses pierres sont également remarquées et les protestataires sont sur place pour contrôler la situation. Les forces de l'ordre brillent par leur absence et les contestataires les plus véhéments font la loi. Dans d'autres pompes à essence visitées, un vaste désordre règne. Les agents de la PNH sont sur place, mais visiblement, ils sont dépassés par les événements. Qui plus est, eux aussi ont pris leur galon jaune pour s'approvisionner. Entre civils et agents des forces de l'ordre, la distribution cause un embouteillage monstre. Après des semaines de fermeture, les pompes à essence reprennent timidement du service, mais dans des conditions de sécurité qui laissent craindre des incendies. Déjà 5 mois que la pénurie a commencé et la situation ne fait qu'empirer. Des hôpitaux ont suspendu leurs services, des stations de radio diminuent leurs heures de fonctionnement, des employés de différentes institutions travaillent suivant des horaires flexibles, des morgues ne peuvent plus réfrigérer les corps, bref, le pays est à lambeaux, comme dit au détroit Font-Brun. Du côté des transports en commun, les prix des courses explosent, tout comme celui des gallons d'essence qui atteint 2 à 3 000 gourdes à présent. Les travailleurs sont obligés de rester chez eux ou de se plier à la volonté des chauffeurs. Les plus sportifs prennent la route à pied. Et c'est dans ce même contexte de crise du carburant que 3 mots d'ordre de grève ont été lancés pour dénoncer les kidnappings, notamment ceux de plusieurs chauffeurs de camions-citernes. Pire encore, le week-end dernier, 4 d'entre eux ont été enlevés à nouveau. Voilà ce à quoi la population en est réduite. Où sont passées les autorités étatiques? L'insécurité fait-elle partie de l'art de gérer la cité? Seul le philosophe Platon pourrait répondre.
Malgré les annonces des autorités étatiques, notamment des centaines de milliers de barils disponibles, selon le directeur général du BMPAD, Ignace Saint-Fleur, la situation demeure la même. Colère, frustration, bousculade, mécontentement, des consommateurs de produits pétroliers n'ont aucune discipline pour faire le plein, alors que des unités spécialisées de la police nationale ne lésinent pas sur les moyens. Des agents de la PNH ont lancé des bombes de gaz lacrymogène dans une pompe à essence au cours du week-end et d'autres citoyens ont même été fouettés comme des enfants. La situation se dégrade et on a l'impression que les autorités gouvernementales sont confortables sur leur trône de fer dans un contexte où des institutions ferment leurs portes et de plus en plus de citoyens sont au chômage. Paul Léel et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. Les étudiants haïtiens en République dominicaine peuvent pousser un ouf de soulagement. Ils ne sont pas visés par les restrictions sur les visas annoncées par les autorités dominicaines. Le vice-ministre aux Affaires consulaires a expliqué ce mercredi 3 novembre que la suspension concernait les nouvelles demandes d'inscription. Les spécialistes estiment à 70 000 le nombre de ressortissants haïtiens dans les universités dominicaines. La disposition s'apparente à une mesure de rétorsion suite à un tweet du président Abinader déplorant l'inaction de la communauté internationale dans la crise sécuritaire en Haïti. Au cours des dernières années, de nombreuses familles des classes moyennes ont envoyé leurs enfants poursuivre leurs études universitaires en République voisine. Les transferts de fonds vers la République dominicaine ont connu une croissance exponentielle au cours de ces dernières années. Plus de 70 millions de dollars ont été transférés entre janvier et août 2021 selon les autorités dominicaines. Jean-Michel Carrois, notre correspondant permanent en République dominicaine, est à l'antenne avec nous en visioconférence et va nous parler un peu de ce regain de tension qui existe entre la République dominicaine et Haïti. Bonsoir Jean-Michel Carrois. Bonsoir Serge, bonsoir les amis haïtiens. Voilà. Ben, écoutez, Jean-Michel, on va aller droit au but. La question qui fâche, pourquoi le gouvernement dominicain a-t-il décidé de restreindre la délivrance de visas aux étudiants haïtiens? Ou pour dire les choses autrement, pourquoi ce sont les étudiants haïtiens qui sont visés? Alors, le président dominicain, Luis Abinader, a donné quelques explications il y a très peu de temps, aujourd'hui même, pour dire que le statut des étudiants qui sont en République dominicaine ne change pas. Ceux qui font leurs études, donc, qui sont en République dominicaine, la vie continue comme avant. En revanche, le renouvellement des visas ne sera pas automatique, a-t-il dit. Il y aura une évaluation dans le but, a-t-il poursuivi, d'éviter que des membres de gangs ou des éléments indésirables ne se glissent parmi ces étudiants. Il a donc placé cette mesure, je dirais, dans le cadre de la défense de la sécurité. Il a tapé sur la table en disant la République dominicaine doit défendre sa sécurité. La sécurité du pays passe avant le commerce et passe avant la question migratoire, a-t-il insisté. Et il a également dit que, donc il a rappelé que 3500 militaires supplémentaires avaient été déplacés en direction de la frontière, ce qui porte à plus de 12 000, donc le nombre de militaires déployés tout au long de la frontière. Et il a donc insisté sur cette affaire de sécurité en disant la République dominicaine est un pays organisé et en tant que pays organisé, nous devons savoir qui vient et notamment qui vient étudier dans ce pays.
Bon, Jean-Michel Carrois, on aurait pu comprendre que ces mesures de restreinte, de délivrance puissent concerner les nouveaux étudiants, mais pour ceux qui sont déjà sur place, pourquoi cette espèce d'épée de Damoclès qui peut passer pour une brimade, de réviser à chaque fois, ce n'est plus automatique, ce sera sujet à inspection, ça ne fait pas tellement de sens. Non, vous avez raison, il faut voir tout ça dans le cadre donc, de cette tension qui a donné lieu à une déclaration du ministre des Affaires étrangères haïtiennes, du ministre haïtien des Affaires étrangères, excusez-moi, Claude Joseph, qui a comparé la situation de sécurité en République dominicaine et en Haïti, ce qui a été évidemment mal perçu, mal reçu ici, car évidemment, quand on voit toutes les informations quotidiennes sur la violence des gangs, sur les enlèvements, sur tout ce qui se passe en Haïti, on ne peut pas comparer. Il y a certes des crimes, il y a certes de la délinquance, mais ce n'est pas comparable, et c'est ce qu'évidemment ont soulevé, ont relevé tous les commentaristes, tous les éditorialistes ces jours-ci. Oui, mais Jean-Michel Caron, encore une fois, le ministre Claude Joseph, c'est pas lui qui a inventé, il s'est contenté, bon, c'est peut-être là qu'il y a une faute un peu diplomatique, mais il s'est contenté de reproduire ou de diffuser, de divulguer une mise en garde du State Department, et c'est le State Department qui a fait allusion à la montée de la criminalité en terre voisine, et demandant donc aux deux républiques de travailler à rétablir un certain climat sécuritaire. Oui, alors là, il y a une petite confusion entre les raisons de sécurité et les raisons de santé publique. La légère remontée des cas de Covid ces dernières semaines en République dominicaine ont motivé la mise en garde des autorités états-uniennes. Mais il n'y a pas eu, en ce qui concerne la délinquance, de signalement particulier. Il n'y a pas eu d'augmentation notable de la délinquance et de la criminalité au cours des derniers temps. D'accord. Bon, comment voyez-vous l'évolution des choses? Est-ce que vraiment vous sentez qu'il y a un regain de tension entre les deux pays? Écoutez, oui, sans nul doute, il y a des propos qui sont échangés. Il y a le ministre de l'Intérieur dominicain, Chuvaldes, qui a répliqué au ministre des Affaires étrangères, Claude Joseph. On sent qu'il y a effectivement un certain nombre de propos qui ne sont pas forcément des propos d'apaisement. Je crois qu'il faut replacer ça dans le contexte de la crainte de la République dominicaine que ce qui se passe, la crise haïtienne, l'approfondissement de la crise haïtienne ne déborde vers la République dominicaine. Je crois qu'il y a, effectivement, cette crainte qui est indéniable. Tous les jours, la presse dominicaine accorde beaucoup d'espace et d'importance à ce qui se passe dans le pays voisin. C'est sûrement la presse hors Haïti qui parle le plus de ce qui se passe de l'autre côté de l'île. Et donc, c'est vrai qu'il y a une inquiétude réelle, je dirais, dans la population, inquiétude qui est également instrumentalisée d'une certaine façon par les nationalistes anti-haïtiens et xénophobes qui profitent, je dirais, de cette situation pour annoncer à nouveau une invasion massive d'Haïtiens affamés qui se déverseraient sur la frontière, ce qui jusqu'à présent ne s'est pas produit. On ne voit pas de signaux qu'un tel déferlement, qu'un tel tsunami ou qu'un tel lavalas d'Haïtiens se déverse sur la République dominicaine. Mais c'est un discours qu'on entend et je dirais auquel s'ajoute également un discours sur le thème
on est le pays qui faisons le plus pour Haïti et les Haïtiens ne sont pas reconnaissants. Donc on a l'impression ici, et on entend ça sur les radios, quand vous savez, ces émissions lignes ouvertes où les citoyens lambda peuvent appeler, j'entends de plus en plus ce genre de discours, ce qui montre que d'une certaine façon, ce discours a progressé et influe sûrement sur les décisions du président. C'est un président qui est très attentif aux sondages. Il a des sondages pratiquement quotidiens pour savoir quelle est l'opinion publique sur les différents sujets d'importance. Et cette crise haïtienne est évidemment tout en haut de l'agenda du gouvernement et du président dominicain. Est-ce qu'il est vrai que le président Abinader ne s'est pas rendu à la COP 26 de façon à garder un œil sur la situation et l'évolution de la situation avec Haïti? C'est absolument vrai. Il avait prévu d'y aller, c'était annoncé. On avait dit que la délégation dominicaine serait dirigée donc par le président avec le ministre de l'Environnement et le directeur de l'Agence pour l'environnement, Max Puig. Et au dernier moment, donc la semaine dernière, le président Abinader a fait savoir qu'il renonçait à se rendre à Glasgow, à la COP26, en raison de l'aggravation de la crise haïtienne. Alors je pense que ça a été dû à une série de rumeurs qui ont circulé, notamment sur les réseaux sociaux. Il y a des rumeurs qui ont circulé selon lesquelles des éléments d'élite des forces spéciales américaines Delta auraient été stationnés à la frontière côté dominicain pour éventuellement intervenir et tenter de libérer les missionnaires qui, comme vous le savez, sont toujours retenus en otage en Haïti. Ouais. Il y a eu également des photos qui ont circulé montrant des bateaux, des photos anciennes, mais qui étaient présentées comme des photos d'actualité. D'actualité, oui. Et tout ça, évidemment, a créé un climat qui... on s'attendait, beaucoup de gens m'ont appelé vendredi dernier, y compris des responsables politiques, des diplomates, pour me dire est-ce que c'est vrai que Haïti va exploser ce week-end. Moi, je leur disais, écoutez, je n'ai aucune information en ce sens, et ça m'étonnerait d'autant plus qu'il y a la fête des morts, c'est une fête qui est très respectée en Haïti, et vraiment, je n'ai pas d'indication dans ce sens, mais ça a probablement joué dans la décision du président Abinader et dans ces mesures qui ont été annoncées par la suite. Qu'est-ce qui pourrait faire baisser la tension? Moi, ce que je dis toujours, c'est d'abord regarder la réalité de la situation. Encore une fois, le premier point, je crois, c'est de dire que cette invasion d'Haïtiens affamés vers la République dominicaine n'est pas en cours, contrairement à ce qu'on entend, contrairement à un discours donc, qui vient surtout de l'extrême droite nationaliste ici, mais qui est reprise par différents secteurs et qui influe sur l'opinion publique et donc par ricochet sur les décisions du président et du gouvernement. Je crois qu'en second lieu, il faut savoir que la République dominicaine a tout intérêt aussi à ce que son commerce avec Haïti continue. Vous savez très bien que Haïti est le deuxième marché des produits dominicains, notamment les produits agricoles du Cibao, de cette région agricole riche, de toutes sortes de produits que vous voyez sur les marchés en Haïti. Donc il y a du côté, je dirais, des producteurs, des exportateurs dominicains, l'intérêt, une volonté de calmer le jeu. Alors il y a également ces questions migratoires qui sont complexes, comme vous le savez, et c'est vrai qu'à mesure que l'État, ce qui reste de l'État haïtien, se délite, la situation est de plus en plus compliquée. Pourquoi ? Parce que les Dominicains ont beau jeu de dire que pour régulariser, par exemple, les migrants en République dominicaine,
eh bien, il faut qu'ils aient des documents, il faut qu'ils puissent justifier de leur, de leur identité, tout simplement. Or, beaucoup d'entre eux n'ont pas ces documents, et les obtenir, malgré les efforts qu'il faut souligner de l'ambassadeur Smith-Augustin, qui, je crois, sincèrement, essaye d'accélérer les délivrances de passeports et de documents d'identité. Malheureusement, l'État haïtien derrière ne suit pas. Et j'ai des exemples précis de personnes qui n'ont pas pu être régularisées parce qu'ils n'avaient pas ces documents provenant de l'État haïtien. Oui, ça c'est un problème récurrent qui dure depuis des décennies. Bien, écoutez, mais c'est extrêmement grave, bien entendu, bien sûr. Non, et je dis qu'il s'est aggravé ces derniers... Et qui s'est aggravé, oui, oui, absolument. Bon, peut-on encore parler d'État haïtien? C'est ça la question la plus simple. C'est la question. Eh oui, il est parti. Bien, écoutez, Michel Caron, encore une fois, merci infiniment. Merci de vous être rendu disponible pour nous éclairer sur cette montée de tension. Merci encore de la clarté et de la précision de vos réponses. Et bonne fin de journée. Merci, vous de même, et bonjour à tous les amis. D'accord. Voilà, c'était Jean-Michel Carrois, notre correspondant permanent en République dominicaine, qui faisait le point sur l'état actuel des relations entre Haïti et la République dominicaine. L'ancien ministre de l'Environnement, Claude Germain, estime qu'Haïti et la République dominicaine sont indissociables. La stabilité dans le pays nuit aux Dominicains, estime-t-il. Dans ces conditions, il rappelle que le type de controverse qui oppose les deux pays actuellement est courant et sans conséquence. Il dit en avoir vécu plusieurs lorsqu'il était ministre. En diplomatie, c'est rôle diplomatie, il y a toujours ces genres de choses. Et côté chaque monde avait essayé de tirer de là à bon côté par eux, et aussi des incidents diplomatiques. Mais tout bagay ça yo, diplomatie prévoit comment pour résoudre entre jeux ça yo qui a fait. Par exemple, que vous voulez le pas voulez, nous sommes de dire un discours en République dominicaine, côté même président Fernandez te prend moi, le même répété moi, nous sommes deux ailes d'un même oiseau, Haïti et la République dominicaine. Ça veut dire que nous sommes inséparables sous île là. Donc c'est-à-dire que la déstabilisation, l'insécurité, l'instabilité qui produit en Haïti, ça nuit effectivement à toute la Caraïbe, c'est pas seulement la République dominicaine. Et pour la République dominicaine, c'est pour mes victimes de instabilité qui est la Caraïbe. Donc ça veut dire que nous pas qu'à dire que Dominicani et Somdolala pas senti instabilité, la non-gouvernance qui gagne et n'a traîné pendant plusieurs années la Caraïbe, ça veut dire que, etc. Bien sûr, les profiter de l'instabilité. Les profiter de l'instabilité à plusieurs titres. C'est-à-dire sur le plan économique. Il y a des jeux diplomatiques qui fait et des incidents diplomatiques aussi, avec par exemple que le ministre des Affaires étrangères qui répond au président dominicain, et puis fini, le président dominicain fait des réactions, etc. Tout ça. Eh bien, j'ai des incidents diplomatiques, ça, eh bien, on voit presque de tous les jours. Dans un contexte de recrudescence de la violence et d'instabilité politique en Haïti, les enfants dans les salles de classe des zones urbaines deviennent de plus en plus la cible de vols ou de rançons, a averti aujourd'hui l'UNICEF. Depuis le début de l'année scolaire, en septembre, au moins 7 écoles dans et autour de la capitale ont été contraintes de payer les gangs armés en échange de la sécurité et d'autres ont été menacées. La plupart de ces écoles sont situées dans des quartiers déjà contrôlés par les gangs. Le montant demandé par ces gangs équivaut généralement aux frais de scolarité de 3 élèves par classe.
Il y a 3 jours, des hommes armés sont entrés dans une école en plein jour et ont abattu un parent et blessé une écolière. L'UNICEF a également été informé que la même semaine, un groupe armé a fait irruption de nuit dans une autre école pour voler les salaires des enseignants sous la menace d'une arme. L'Office d'assurance véhicules contre tiers OAVCT et la Direction centrale de la police routière ont annoncé de nouvelles dispositions adoptées pour le nouvel exercice fiscal 2021-2022. Ces mesures permettront de lutter contre les vols de véhicules, entre autres. Désormais, une expertise sera requise pour tout renouvellement d'une police d'assurance. Suivez les explications de Franz Bernadel, directeur de l'OAVCT. Direction générale OAVCT décide de mettre expertise obligatoire pour tout renouvellement de la police assurance. Nous profitons de l'occasion pour nous préciser ce n'est pas une taxe en plus que nous ajoutons sur la clientèle là. Parce que l'expertise machine et moto est toujours faite comme ça doit dans tout bureau OAVCT ou bien la caille concessionnaire véhicule. C'est seulement délai un mois qui tombé. Pour nous arriver faire appliquer décision ça, Direction générale OAVCT décidé renforcer direction expertise là dans tout le pays à travers 15 bureaux régionaux, 3 annexes dans la zone métropolitaine, dans unité transfert et renouvellement qui chita dans la circulation, dans unité renouvellement qui dans Charles Sommer. Tout ensemble de décisions ça rentrer dans le cadre d'application article 21 décret mai 2006 qui interdit pour aucun véhicule terrestre à moteur circuler sur le territoire national là sans une police assurance valide avec une plaque immatriculation DGI. Ensemble de décisions ça rentrer dans droite ligne avec politique gouvernement qui gagne dans tête li Premier ministre Dr Ariel Henry pour combattre les kidnapping et vol véhicule qui c'est le plus gros problème de sécurité publique dans tout le pays. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Bonne fin de semaine et à la prochaine. Même heure, même chaîne.